Roger, à toi la parole. Grand merci Alain, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord tout simplement exprimer ma reconnaissance pour l'occasion de dialoguer avec vous, mesdames et messieurs, ce soir, chers amis européens. Et je suis très sensible à cette invitation aussi de mon ami Gilles Grain. Je trouve que cette fondation Jean Monnet, ici en Suisse, c'est un symbole, c'est quelque chose qui est à contre-courant, peut-être, de certaines évolutions, et c'est d'autant plus sain. Permettez-moi de m'exprimer avec toute la modestie qui sied aux journalistes. Vous savez la différence qu'il y a entre le professeur, l'avocat et le journaliste. Le professeur y réfléchit 3 fois avant de dire les choses. L'avocat, avec son secret professionnel, y réfléchit 3 fois avant de ne rien dire, et le journaliste dit les choses 3 fois avant d'y réfléchir. Alain, tu me pardonneras. Dans l'histoire de notre petit pays, il y a à chaque siècle une guerre civile. La dernière en 1847, la grande guerre du Zandrebond, comme l'a dépeinte Ramu. Et que font les Suisses en 1848 avec la création de l'État moderne, de l'État fédéral? Ils imbriquent les intérêts des cantons jusqu'au point où il n'est plus intéressant de faire la guerre entre cantons. Et ils créent une machine à faire des compromis qui s'appelle la Berne fédérale. Et ça marche. Nous avons depuis 1848, donc depuis bientôt 160 ans, la paix. Et que fait l'Union européenne, que font les Européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, qui a posteriori peuvent être comprises comme des guerres civiles européennes? Eh bien, ils imbriquent les intérêts des nations jusqu'au point où, en Europe occidentale, il ne peut plus faire la guerre l'un contre l'autre. On commence avec ceux dont on a besoin pour faire la guerre, la communauté du charbon et de l'acier. Et ils créent une grande machine à faire des compromis, Bruxelles. Démarche à grande échelle, beaucoup plus difficile, démarche parallèle, tout à fait intéressante. Et j'en viens aux médias. Les médias n'aiment pas les machines à faire des compromis, parce que les médias aiment les conflits. Tu le disais dans ton introduction, les conflits sont sexy, les compromis ne le sont pas. La recherche de compromis est ardue, elle implique une certaine discrétion, parce qu'on ne peut pas s'avancer en public. Il y a donc au départ, entre le monde médiatique d'une part et le monde de l'intégration européenne d'autre part, une antinomie tout à fait forte. Les machines à faire des compromis sont extrêmement efficaces, mais très difficiles à décrire. L'efficacité de l'intégration européenne et de cette grande machine bruxelloise n'est pas à démontrer. Nous avons, depuis la création des institutions européennes, plus de guerre en Europe, partout là où, en quelque sorte, l'Union européenne pouvait, de façon raisonnable, ouvrir une perspective d'adhésion. On sait que quand un empire s'effondre, il y a normalement des guerres. Cela a valu pour Habsbourg et pour l'Empire ottoman et pour les empires coloniaux. Quand s'effondre l'Empire soviétique, il y a partout où on peut ouvrir une perspective d'adhésion, pas de guerre. Parce que les pays en transformation doivent contenir leurs ultranationalistes qui vont dans le vide qu'ont laissé les communistes, et parce qu'ils font des réformes économiques importantes pour être capables de faire une adhésion. Et seul dans cette région d'Europe où raisonnablement l'Union européenne ne peut pas ouvrir de perspective d'adhésion, à savoir les Balkans, eh bien, il y a de nouveau la guerre, le bain de sang tel que nous l'avons connu de siècle en siècle sur notre continent. Tout cela, le système médiatique l'oublie parce que, deuxième point, il aime la nouveauté alors que l'une des grandes vertus de l'Union européenne est la répétition.
toute l'intégration européenne d'un pays à l'autre est une grande et magnifique répétition qui, naturellement, peut lasser ceux qui sont en recherche d'une nouveauté parfois un peu artificielle. Et puis, il y a des exceptions, et nous sommes ici à l'invitation de Jean Monnet, mais normalement, tout processus d'intégration, toute machine à faire des compromis n'aime pas les vedettes, n'a pas besoin de vedettes, parce que quand il y a trop de vedettes, il n'y a pas de compromis. L'affrontement des stars, on n'en a pas besoin à Bruxelles. Il est bien que de temps en temps apparaisse une vedette sur la scène bruxelloise, mais l'apparition des stars serait probablement contraire à tout ce qu'incarne précisément cette quête de compromis, cette quête d'équilibre. Or, le monde médiatique aime les vedettes, tend à personnaliser tout, quand souvent les structures sont beaucoup plus importantes et les mécanismes qui agissent au sein des structures, il y a là une troisième contradiction entre le monde des médias et celui de l'intégration. Et puis, il y a l'amour des médias pour ce qui est simple, alors que par définition, une grande machine à faire des compromis est complexe. Et j'aimerais ici, si vous me permettez cette parenthèse, chanter les louanges de la complexité. La nature humaine est complexe, nos sociétés sont complexes, et quand il faut refléter cela, cela débouche presque nécessairement sur des systèmes politiques complexes. Et si nous observons l'Europe telle que se présente aujourd'hui, les pays qui actuellement ont le plus de succès sont les pays dont les systèmes politiques sont relativement compliqués et complexes. Cela vaut pour les pays du Nord, cela vaut pour l'Allemagne, cela vaut en partie pour l'Autriche, cela vaut pour la Suisse. Et partout où l'on essaye de faire du top-down, que ce soit avec un système extrêmement présidentiel comme en France, avec une autocratie telle que nous l'avons vécue en Italie, avec un Premier ministre qui cumulait le pouvoir politique, médiatique et économique, avec le modèle anglo-saxon, the winner takes it all, ça ne marche pas. Et les pays sont en crise et les pays s'adaptent, se flexibilisent beaucoup moins que là où il y a des systèmes politiques complexes. Je pense que l'une des grandes forces de l'Union européenne est sa complexité. Or, le procès que font les médias à l'endroit de cette Union européenne, c'est le contraire, de dire qu'elle est beaucoup trop compliquée, il faudrait simplifier les institutions pour que nous y comprenions quelque chose. Je pense qu'une Union européenne simplifiée ne serait mais absolument pas plus proche des citoyennes et des citoyens que celle que nous observons aujourd'hui. Et puis, cinquième grande antinomie entre le monde des médias et celui de l'intégration, les médias aiment les événements. Or, l'intégration européenne est une évolution. On n'a, pour ainsi dire, pas d'événement. Il y a de temps en temps un sommet, mais ce n'est pas véritablement spectaculaire, un sommet européen. Et ce penchant pour l'événement détourne l'attention de toute une partie du système médiatique pour ce qui fait la véritable force de l'Union européenne, à savoir sa capacité évolutive. On pourrait dire aussi que le système médiatique aime les surprises, alors que toute politique européenne doit tendre à être prévisible. Et puis, nous observons dans cette partie des médias qui se commercialise au fur et à mesure une volonté de gérer les émotions. Et tous les conflits que nous avons vécus en Europe et ceux que nous vivons aujourd'hui, nous y reviendrons certainement, sont d'abord des gestions d'émotions. Tandis que la démarche européenne, elle, est là pour raison garder. Elle est faite de sobriété. Elle est, dans le plus bel attelage que l'on puisse imaginer, ennuyeuse. Et je pense qu'il faut chanter les louanges de l'ennui aussi.
Toute une partie du système médiatique aime la mise en scène. Or, l'Europe, telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'a pas de décor. Il y a le drapeau européen, il y a les étoiles, c'est tout. Quand le président américain donne une conférence de presse, on le voit remonter une salle, on connaît le décor, ou bien le Rose Garden de la Maison-Blanche. Quand le président de la République en France apparaît, il y a un décor qui remonte à des décennies et des décennies. Il n'y a pas de décor européen, il n'y a pas de mise en scène européen. L'Union européenne est beaucoup trop jeune pour avoir développé quelque chose qui serait une esthétique européenne. Et d'ailleurs, même si elle voulait développer cette esthétique européenne, elle serait très vite freinée. Prenez les billets de banque, les euros. Lorsque l'euro a été lancé, il y avait 11 pays fondateurs, si je me rappelle bien, et 6 billets de banque. Donc on ne pouvait pas présenter, comme on le fait dans les billets de banque de nations, tel et tel héros. Il y aurait des nations qui auraient été prétéritées, d'autres qui auraient été privilégiées. Donc on a choisi de présenter des ponts, et des ponts tout à fait abstraits. Regardez la prochaine fois que vous avez un billet d'euro en main, ce billet d'euro, ces ponts partent de nulle part et arrivent nulle part. On ne pouvait pas les situer géographiquement. Ça incarne la fragilité esthétique de cette Europe qui n'a pas encore trouvé sa forme. Et j'en arrive à l'antinomie suivante. Dans le monde extrêmement audiovisuel qui est le nôtre, une bonne partie des médias aiment ce qui a pris forme, ce qui a une forme, ce qui est présentable, ce qui peut être filmé, ce qui peut être vu. Or, la grande force de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas trouvé sa forme, c'est qu'elle la cherche. Et cette quête d'une nouvelle forme politique, qui est quelque chose qui marque notre époque et qui fait, à mon avis, à très long terme, l'immense force de l'intégration européenne, est perçue comme une faiblesse par toute une partie du système médiatique. Nous avons eu, à travers les siècles, différentes formes pour ordonner nos sociétés. La tribu, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, suivie de la théocratie. Il y en a encore quelques restes en Iran ou ailleurs. Les monarchies qui sont devenues anachroniques. Les empires, et personne ne veut être aujourd'hui sous le joug d'un empire. La nation, la forme peut-être la plus diffuse, c'est ce qui fait d'ailleurs sa durabilité. Mais la nation est devenue trop petite pour les grands problèmes, trop grande pour les petits problèmes, et même une nation comme les États-Unis touche à ses limites. Et nous observons qu'il y a tout d'un coup en Europe, sur notre continent, c'est une raison de grande fierté à travers toutes les crises que nous vivons, la quête d'une nouvelle forme inédite dans l'histoire mondiale. Et c'est quelque chose qui, naturellement, pour ceux qui aimeraient des choses bien arrêtées, des choses définies, peut gêner, rend le travail journalistique, le travail médiatique d'autant plus complexe, mais je pense que c'est à moyen terme une très grande force. Et à force d'antinomie, il faut dire qu'indépendamment des succès que remporte l'Europe ou des défaites qu'elle subit, de nombre d'évolutions parfaitement néfastes, nous les connaissons tous, je pense que l'Union européenne, l'intégration européenne a un handicap à l'endroit des médias. Et que même quand elle est en bonne forme, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui, mais sur la longue durée, elle est en très très bonne forme, à mon avis, elle a en quelque sorte toujours à lutter en amont, à l'endroit du système médiatique. Et on pourrait entrer alors dans une discussion beaucoup plus terre-à-terre sur ce qu'il faudrait faire pour répondre à ce diagnostic déjà beaucoup trop long que je me suis permis de faire, mais je pense que nous pourrons y revenir au cours de la discussion. Toujours est-il que sur le long chemin d'un espace public européen, nous ne sommes que tout au début,
Prenez la Suisse, il n'y a pas, au sens littéral du terme, aujourd'hui, après 160 ans d'un État fédéral et 750 ans à peu près de confédération suisse, il n'y a pas d'espace public suisse, il n'y a pas d'espace médiatique suisse. Chacun reste cantonné dans sa perspective et je pense qu'il en vaudra de même pour 2 ou 3 siècles encore en Europe. Bruxelles est le point de rencontre des différentes perspectives nationales, alors que les systèmes médiatiques restent ancrés dans leur logique nationale et reflètent ce processus d'intégration, tous avec leur angle extrêmement national, et cela est probablement le handicap le plus fort. Merci Roger. Avant de passer la parole à M. Klaus, une question. Depuis votre arrivée à la tête de la SSR, qu'avez-vous entrepris pour améliorer la couverture, la compréhension de la construction européenne? Ou est-ce mission impossible? Je n'ai rien entrepris parce que je pense que la SSR, dans les limites de ses moyens d'une part, capacité d'autre part, fait son travail. Vous savez qu'il y a en Europe plus que 4 radios-télévisions qui ont l'ambition d'avoir un réseau de correspondants international et globalisé dans ces temps de globalisation. C'est la BBC, bien sûr. Ce sont ARD et ZDF en Allemagne, ce sont France Télévisions, Radio France, et c'est la petite SSR. Alors, tous les autres, par simplement manque de moyens, n'ont plus l'ambition de refléter véritablement les interdépendances européennes et nationales. Et il faut résister là contre. Et nous avons, dans la mesure du possible, tenté d'augmenter un peu notre réseau de correspondants, tenté de faire valoir un peu plus encore l'actualité internationale et européenne, et résister à ce grand paradoxe qui dit qu'au moment même où nous avons la globalisation, au moment même où la connaissance des interdépendances européennes et globales sont plus importantes que jamais, toute une partie du monde médiatique s'est provincialisée. Prenez les grandes chaînes américaines, plus aucune d'elles, ABC, NBC, CBS, n'a de réseau de correspondants, ce qui a grandement facilité à George W. Bush, par exemple, de partir en guerre en Irak. Il n'y avait plus d'opinion publique capable de juger de la politique étrangère. Prenez en Grande-Bretagne une tribune de la diplomatie comme The Observer, qui est devenu un journal national et à sensation. Prenez la plupart des téléjournaux télévisuels à travers l'Europe. En France, par exemple, eh bien, ce n'est peut-être qu'après 20 ou 30 minutes que vous découvrirez quelques petits éléments d'actualités internationales. Il me semble que, par comparaison, la SSR, avec toutes les forces et les faiblesses de notre programme, reste fidèle à ce qui fait les Lumières, puisque nous sommes les médias des enfants des Lumières, reste fidèle à la couverture d'une actualité européenne et internationale. Nous n'en ferons jamais assez, mais par comparaison à nos moyens, je pense que nous en faisons et nous continuerons à en faire beaucoup.